Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. À quoi va ressembler l'Algérie post-Bouteflika après 20 ans au pouvoir? Le président a démissionné sous la pression de la rue. Le régime est-il toujours aux manettes? Quelles sont les intentions de l'armée? Et comment créer une démocratie en 3 mois, date des élections? 800 000 morts en 100 jours, le Rwanda commémore dimanche le 25e anniversaire du génocide. Où en est la réconciliation? Justice a-t-elle été rendue? 25 ans plus tard, que sait-on de plus sur le rôle joué par la France? Au Québec, le projet de loi sur la laïcité de l'État fait polémique. Après le débat houleux sur la charte des valeurs, pourquoi le jeune gouvernement Legault prend-il le risque de s'attaquer à ce dossier sensible? L'OTAN célèbre ses 70 ans à Washington chez un Donald Trump très critique. L'organisation militaire est malmenée, est-elle condamnée? Le président américain accuse ses alliés de ne pas assez mettre la main à la poche. A-t-il raison? On en parle tout de suite avec nos kiosqueurs et nos kiosqueurs, les voici. Laurent Larcher, chef de la rubrique Afrique au journal La Croix. La Croix, quotidien français chrétien et partenaire de Kiosque, qui titre aujourd'hui sur le Rwanda, la vie sans l'oubli. Historien de formation, vous êtes l'auteur de cette enquête Rwanda, il parle, témoignage pour l'histoire, paru il y a 2 semaines aux éditions du Seuil. Elisabeth Roudinesco, historienne de la psychanalyse. En plus de vos activités d'enseignante, vous collaborez avec le quotidien français Le Monde. Vous intervenez régulièrement dans l'émission L'Esprit public sur France Culture. Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Après 25 ans de grands reportages, vous êtes un visage bien connu de nos téléspectateurs fidèles à 64 minutes Le Monde en français. Enfin, Yann Mince, rédacteur en chef de la rubrique internationale du magazine Alternatives économiques, essayiste et aussi l'auteur de plusieurs livres pour enfants. Et puis nous retrouverons tout à l'heure Sébastien Beauvais, chef du bureau parlementaire de Radio-Canada à Québec. Merci à vous quatre d'être déjà ici en plateau pour nous livrer votre analyse sur cette actualité de la semaine. Pour tout Algérien de 20 ans ou moins, la journée de mardi restera vraisemblablement comme un jour inoubliable. Ils n'ont connu que lui comme président. Mais après 2 décennies au pouvoir, Abdelaziz Bouteflika a fini par présenter sa démission sous la pression de l'armée, mais surtout celle du peuple algérien dans la rue depuis 7 semaines. On est content, on est très fiers et c'est la victoire du peuple. Nous avons demandé que le système dégage. Ce système qui a incarné Bouteflika depuis des années, il va encore nous imposer d'autres personnalités. Pour cela, tout le monde doit dégager. C'est le peuple qui doit choisir ses représentants. Aucune personne ne doit décider à la place du peuple. Le peuple doit avoir la souveraineté. Il faut qu'on continue pour que le gouvernement qu'ils ont formé s'en aille. L'Assemblée populaire nationale et le Conseil constitutionnel doivent être dissous. Les syndicats généraux de Sidi Saïd, tous doivent partir. On les jugera après. Le plus important maintenant, c'est l'indépendance de la justice. Cette indépendance de la justice, c'est ce qui nous manque en Algérie. Aujourd'hui, mes frères n'ont obtenu que la moitié de leur indépendance. Nous voulons l'indépendance de tout le peuple. Ça veut dire la 2e République. Et nous sommes vendredi, jour de manifestation. Les Algériens sont à nouveau sortis dans les rues. Sima, je me tourne vers vous. Évidemment, vous êtes algérien. Je vais vous poser, si vous le permettez, une question un petit peu plus personnelle avant d'entrer dans l'analyse. Quand vous voyez ces images-là, vous qui êtes algérien, quand vous voyez l'actualité de cette semaine, est-ce que vous la ressentez, cette émotion qu'on vient de voir? Dans la liesse, l'allégresse, cela me rappelle l'indépendance. C'est-à-dire tout paraissait possible. Et comme si le temps s'était arrêté, tout était permis, et la très grande fraternisation entre les gens. Ça fait 6 semaines que les gens manifestent, il n'y a pas une histoire de harcèlement sexuel, d'agression, pas une vitrine n'a été cassée. C'est une allégresse d'une juvénile, fraîche, c'est le plus impressionnant. Vous avez cette sensation qu'en cette semaine, les Algériens ont réussi à faire un peu l'impossible? Vu de l'extérieur, parfois, c'est un peu l'impression qu'on peut avoir. Ce n'est pas l'impossible, ils ont été instruits par l'expérience de 57 ans d'indépendance, pour ne pas parler de la guerre. Ils ont été soumis à un régime qui a fait de l'ingénierie sociale sa raison d'être.
donc en jouant sur les régionalismes, sur tous les clivages qui pouvaient exister. Et notamment, jusqu'ici, les gens s'exprimaient contre le régime par l'émeute. Ils descendaient dans la rue, ils dévastaient les lieux publics, et après, le lendemain, le régime arrivait avec son chéquier et leur donnait des demandes sectorielles et ponctuelles qu'ils demandaient. Là, c'est autre chose. La revendication, elle est viscérale. Il y a un jeune qui l'a dit. Nous voulons le changement du système dont Bouteflika n'était que l'incarnation Alors justement, provisoire. On va venir à l'actualité de cette semaine. Abdelaziz Bouteflika a été obligé de démissionner. On va s'interroger aussi sur comment tout ça s'est fait. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est Abdelaziz Bouteflika parti, est-ce que c'est la chute du régime aussi? Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, les gens ne demandaient pas les têtes. Ils demandaient le changement du régime. Le régime actuellement, donc la semaine dernière, sa tête, c'était Bouteflika. Car tous les Algériens savent que depuis 1962, depuis l'indépendance, tous les chefs de l'État, sans aucune exception, ont été nommés par l'armée, maintenus au pouvoir par l'armée et démis, quand il le fallait, par l'armée. Aucun. Donc l'armée reste au pouvoir. Absolument. L'armée tire les manettes, donc en fait, rien n'a vraiment changé, Yann? La question, c'est de savoir s'il y a une armée algérienne ou s'il y a des clans au sein de l'armée algérienne. C'est ça qu'on ne sait pas très bien. Ce qui est clair, c'est que l'un de ceux qu'on voit aujourd'hui, c'est le chef d'état-major de l'armée, Gaïd Salah, le général, mais c'est pas du tout sûr qu'il incarne le changement du système. Moi, ce qui m'intrigue, c'est où est-ce que les Algériens, le système algérien, que je ne crois pas qu'il voudra changer, va trouver une tête présentable à offrir, si je puis dire, pour l'élection présidentielle. Parce que du mouvement actuel dans la rue, on ne voit aucun porte-parole, aucune tête, aucun représentant. C'est un mouvement qui n'a pas voulu s'organiser jusqu'à maintenant. Les Algériens qui sont descendus de la rue sont d'accord pour être contre le système actuel, mais on ne sait pas pourquoi ils sont. Et je crains que l'opposition qui existait jusqu'à maintenant soit considérée par beaucoup d'Algériens comme partie elle-même du système, parce qu'elle était globalement souvent achetée par le régime. Donc effectivement, où est l'alternative? Où sont les gens qui sont un minimum organisés? Parce que pour se présenter à une élection, la gagner, et notamment avoir le contrôle de l'Assemblée, il faut avoir un parti, une organisation. Où sont les gens organisés qui ne sont pas considérés comme partie du système? Moi, je ne les vois pas. Tout est inventé en Algérie aujourd'hui, Elisabeth. Vous voyez ça comme ça? Oui, mais je vous trouve trop pessimiste. Je pense que c'est la suite des printemps arabes. Moi, je me souviens que j'avais écrit un grand article sur les printemps arabes, sans dire que ça pouvait virer à une catastrophe, c'est-à-dire en gros contre l'islamisme, la dictature ou la défaite complète. Mais n'empêche que le verre est dans le fruit. Voilà. Ça fait quand même des années qu'on voit des revendications de liberté, plus que de démocratie, je pense, de liberté, de justice, de liberté. Il y a une aspiration de tous ces peuples à autre chose. Alors, le problème pour nous, c'est le temps. Combien de temps faut-il pour que ça se réalise? Alors je rebondis sur ce que ça vous peut être dites du là. temps long. Combien de temps il faut? Parce que là, l'Algérie dispose de 90 jours pour organiser une élection, 90 jours pour monter un système, pour faire dans opposition à un le cas de régime. l'Algérie, il y a le temps, mais il n'y a pas que le temps. Il y a la structure du pouvoir en Algérie, qui a toujours une façade physique, civile, mais la colonne vertébrale, et d'ailleurs l'armée le dit, la colonne vertébrale de l'État algérien et partant du régime, c'est l'armée. Maintenant, pour répondre... Oui, dans ce pour dire tout peut changer. Oui, on peut être optimiste. Il est possible que pour l'armée, ça puisse être le moment crucial d'une révolution copernicienne. C'est-à-dire qu'elle décide d'être une armée qui fait de la prospective, qui travaille sur les schémas géostratégiques, qui élabore une doctrine de la sécurité nationale et qui se retire de la vie de l'État et laisse la société civile construire l'État. Yann fait non de la tête et Laurent... À l'intérieur de l'armée, il y a des jeunes d'une nouvelle génération. Il y a. Voilà. En fait, s'agissant de l'armée, pour l'Algérien moyen, il y a l'armée, la troupe, les officiers de rang et la haute hiérarchie militaire. Yann. Il y a une distinction très profonde à noter entre ces deux aspects. Yann, je vous laisse réagir. Pour que ça se fonctionne, comme Slimane le dit, il faudrait que l'armée ne se considère pas comme la gardienne de l'intérêt national.
est la représentante ultime de la nation. Or, jusqu'à maintenant, ça a été ça, le cas dans la tête des militaires, dans la tête des généraux qui commandent. Parce qu'effectivement, la troupe, peut-être qu'il y a des gens nouveaux, mais ce ne sont pas eux qui sont aux manettes, ce ne sont pas eux qui ont les moyens. Et par ailleurs, il y a aussi la question de l'enrichissement d'un certain nombre de militaires. Renoncer au pouvoir, ça veut dire renoncer aux prébendes qui vont avec. Ce ne sont pas que des gens désintéressés qui sont militaires. Il y a aussi des gens là-dedans qui ont été en lien avec les milieux affairistes. Et donc, ceux-là ont beaucoup à perdre. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas très bien. Je vois bien qu'effectivement, au sein de l'armée, certains clans gagnent contre d'autres. Que ce soit ça, le changement, c'est que ce ne soit plus les factions qui étaient au pouvoir avec de l'armée qui était au pouvoir avec Bouteflika qui l'emporte, mais je ne vois pas très bien comment l'armée tout d'un coup aurait une illumination et dit je vais me retirer. Est-ce que vous avez une illumination là-dessus alors, Laurent? Moi, ce qui me frappe énormément et ce que je trouve absolument passionnant, vous avez raison de dire que c'est lié au printemps arabe et en même temps je crois que c'est insuffisant. Moi je constate, et je trouve que je voyage beaucoup, et je travaille beaucoup en Afrique, c'est au fond, il y a c'est générationnel. Nous avons là l'expression et la manifestation, je crois, d'une génération qui, mais comme en Algérie, mais comme ailleurs, j'ai vu ça au Burkina, par exemple, bien entendu. On a vu ça récemment en RDC, en Congo. On voit, enfin, je vois en Afrique, tous ces régimes tenus de main de fer, soit par l'armée, soit par un parti unique, soit par un homme. Et tous ces régimes sont confrontés à toute cette génération de jeunes gens câblés, connectés, qui ont un pied dans la mondialisation, qui voient tout à fait ce qui se passe ailleurs, qui ont soif de liberté. Regardez ce qu'ils ont dit d'ailleurs, hein, liberté, justice. Que réclament-ils? Ils réclament l'état de droit. Droit de l'homme. Oui, le droit. De Ces questions sont des questions qui sont totalement universelles, générationnelles. Voilà. On les retrouve en Syrie. On a vu ce que ça a donné. On les retrouve, moi j'ai vu en Irak, on les retrouve en Amérique latine. On les retrouve dans tous ces pays dans lesquels le régime fort s'affaiblit. Et cette génération peut trouver là le moyen d'exprimer... Et quelles conclusions vous en tirez? C'est absolument pas gagné. Parce que dans beaucoup de ces pays... Pardon, rien n'est jamais gagné. Non, mais la conclusion que j'en tire, c'est que le phénomène n'est pas terminé, c'est qu'il est juste générationnel et je crois mondial. Mais si on prend l'exemple du Congo, on a effectivement des mouvements de jeunes, la lucha, etc., des gens très intéressants. Qu'est-ce qu'ont donné les élections? C'est Kabila qui s'est un peu retiré, il a mis Tshisekedi et c'est lui qui continue à tirer les ficelles de la réalité. Est-ce qu'on trempe dans les palais suite du régime par d'autres moyens? Est-ce qu'on trempe dans les palais africains? On a vu, on voit ce qui se passe au Soudan. Omar el-Béchir s'est exprimé cette semaine. Est-ce que ça fait un peu peur dans ces palais, ce qui se passe en Algérie en ce moment? Alors, en tout cas, j'observe que c'est très observé, justement, de la part de tous ces régimes qui sont un peu fragilisés quand même. Enfin, fragilisés parce que c'est quand même de plus en plus difficile, semble-t-il, aujourd'hui, d'avoir une politique d'oppression contre sa population. Je veux dire, le crime... Et avec tous les moyens de communication, le crime est plus visible. Je ne dis pas qu'il recule. Moi, je suis en première ligne, je vois ça. Chaque semaine, j'écris des articles sur des massacres, sur des exactions. Enfin, je veux dire, je serais vraiment le dernier ici à avoir un regard très optimiste et très léger sur l'état du monde. Mais pour autant, moi, ce que je constate, c'est mondial. Il y a comme un front qui se lève. Ça ne veut pas dire que la bataille est gagnée, bien entendu. Mais ce qui se passe en Algérie, il me semble en tout cas que c'est transversal et c'est là que c'est. Slimane, est-ce que les Algériens ont l'impression de faire figure d'exemple? Est-ce que c'est ressenti par les Algériens? Oui, ils en sont très fiers. Ils en sont très fiers, ça regonfle leur narcissisme national. Parce qu'ils vivaient l'image d'un président malade, absent de la scène politique. Vous savez, il y a des dizaines d'ambassadeurs qui attendent d'aller remettre leurs lettres de créance à l'ambassadeur ou pour quitter le pays. Donc c'était un président qui ne faisait plus, qui n'exerçait plus rien. Et les Algériens ont dans la mémoire qu'on soit, dans les années 70, l'Algérie donnait le la de la diplomatie internationale. C'est l'Algérie qui a contribué à éjecter l'Afrique du Sud de l'ONU, c'est l'Algérie qui a amené Arafat à l'ONU, c'est l'Algérie qui a fait introduire la Chine. Bref, aujourd'hui, qui se soucie dans le monde de recueillir le point de vue de l'État algérien sur la politique, ne serait-ce que du Sahara? Quel rôle va jouer les États-unis à propos des questions d'antiterrorisme? Si. Oui, mais c'est seulement pour consulter la banque de données. Oui, ce n'est pas. Il y a plus valorisant que ça. L'Algérienne est totalement effacée en Afrique. On est bien d'accord. Quel rôle va jouer la rue algérienne dans cette période de transition qui s'ouvre, dont on l'a vu, on pourrait rentrer plus dans les détails. On voit que ça va être compliqué, on voit que que tout ça est encore un peu flou, mais cette rue algérienne qui est là, qui a poussé à cette situation aujourd'hui, quel rôle est-ce qu'elle peut jouer?
C'est pour ça que c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que cette rue, ce peuple de plusieurs millions, va se doter d'un discours qui fasse un minimum de consensus, va se doter d'une représentation ne serait-ce que provisoire et ponctuelle, va se pourvoir d'un cahier de doléances. Parce qu'à un moment donné, le régime il va leur dire « Ok, négocions ». Or, jusqu'ici, les deux se parlent à la cantonade. La foule demande le changement du régime et le régime fait ses manœuvres de palais, il déplace des ministres, il en chasse d'autres. Jusqu'ici, les deux protagonistes ne se sont pas dotés d'une instance qui peut commencer des tractations. Car pour divorcer, il faut être deux. Pour divorcer, il faut se parler. Et puis, il y a la continuité de l'État. Il faut que les gens qui sont dans l'État transmettent les dossiers en cours à la relève. Tout cela, c'est ça ce qui rend inquiétante le mouvement de ce qu'on appelle le peuple. Il faut que le peuple devienne une instance, se dote d'une instance pour négocier. Et visiblement, la rue algérienne n'est pas dupe, puisqu'on parle de mobilisation massive de nouveau ce vendredi. Elisabeth, et je vous laisserai conclure, Yann. Oui, tout ça, je suis d'accord. Vous faites des analyses au jour le jour. Voilà. Ce que je pense, moi, c'est qu'à partir du moment où des mouvements comme ça commencent à exister, et c'est vrai dans tout le Maghreb, enfin, c'est ce qu'on a appelé les printemps arabes, ça s'arrêtera jamais. Voilà. On va pas les rendormir. Ils vont pas se rendormir, même s'il y a une répression, ça durera pas. Ça durera pas. Le verre est vraiment dans le fruit, et on le voit. Oui, il faut entamer des négociations avec le régime, même pour qu'il parte, il faut discuter avec lui. Je comprends bien, mais s'il n'y a pas de négociation, s'ils ne partent pas, ça va rester, ça va bouger partout. Yann. On ne peut pas continuer à opprimer comme Yann. ça, cette façon-là. Mais une clameur, ça ne fait pas une politique. Je veux dire qu'on ne peut pas avoir simplement des gens qui crient, qui protestent, Tout à fait etc. d'accord. Le mouvement algérien, comme d'autres mouvements, comme les Gilets jaunes en France par exemple, ce sont des mouvements de réseaux sociaux où tout le monde est d'accord pour être contre et tout le monde est à égalité et personne n'est porte-parole. Or, à un moment, pour faire de la politique, il faut bien avoir une organisation, des représentants, etc. Donc, même si la clameur continue, je veux dire, si on prend le cas tunisien, en Tunisie, il y avait Narda qui était disponible et qui était là pour négocier éventuellement avec les gens du régime pour faire quelque chose. Là, on n'a rien du tout. Même en Égypte, il y avait les frères musulmans. Là, je ne vois rien. Je ne vois aucune force politique organisée qui existe déjà. L'opposition est discréditée. Slimane l'a dit tout à l'heure. Je ne vois pas qui va négocier avec le régime. Et c'est pour ça que le mouvement risque de s'essouffler. D'un mot pour terminer, puisque c'était quand même un peu la grande annonce de cette semaine, Abdelaziz Bouteflika quitte la scène politique. Qu'est-ce qu'il va devenir et qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présence de Bouteflika à la tête du pays? Ce qu'il va devenir, alors... La retraite, vous dites, Elisabeth, quel genre de retraite, Slimane? Il y a une singularité algérienne presque anthropologique. De tous les pays arabes, l'Algérie est le seul où il n'y a jamais eu de culte de la personnalité. C'est-à-dire, on n'a jamais vu le portrait d'un président sur les stylos, les porte-clés, et encore moins sur les billets de banque et les timbres, comme c'est l'ordinaire presque partout ailleurs. Donc, en général, ce qui compte en Algérie, c'est le système. Ce n'est pas la façade civile. En général, quand un président algérien est débarqué, on va plus en entendre parler. Son nom à un aéroport. D'accord. Oui, c'est symbolique, l'aéroport. C'est un lieu intermédiaire. D'où on peut partir, en effet, comme dit Yann. Donc, il aura peut-être son nom qui sera donné à un aéroport. Il a quand même été un combattant de l'indépendance. Oui. Forcément, mais toute la hiérarchie... Ils ont tous eu leur aéroport. Il y a l'aéroport Ben Bella, Ferhat Abbas, Saban Ramdan. Il y a même des lycées. Boumedienne. Bon, on verra donc si un aéroport portera le nom d'Abdelaziz Bouteflika. Puis surtout, on va continuer à suivre la situation en Algérie. On la suit. C'est pas fini dans Kiosque non plus, évidemment, on suit ça de très très près. On va continuer à en parler. Puis je vous renvoie vers notre site internet si vous voulez en savoir plus. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Laurent Larcher de La Croix, l'historienne de la psychanalyse Elisabeth Roudinesco, Slimane Zeguidour de TV5 Monde et Yann Mince d'Alternatives économiques. Le Rwanda commémore dimanche le 25e anniversaire du génocide. Entre avril et juillet 1994, 800 000 personnes, selon l'ONU, étaient massacrées, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. 25 ans plus tard, le processus de réconciliation entre victimes et bourreaux reste compliqué. Pendant des années, ce point d'eau rassemblait deux villages, deux communautés, ceux de Rousseke et ceux de Guieta.
Mais depuis 1994, le puits s'est mué en frontière de sang entre bourreaux et victimes, comme Dafrosa qui a perdu son fils et son mari. Ça a été une grande surprise pour nous, parce qu'on avait l'habitude de se réunir et de boire ensemble. On s'entraidait, on s'invitait au mariage sans aucun problème. Mais le génocide a tari la source de cette fraternité des origines. En 100 jours, 800 000 personnes sont assassinées, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Après le massacre, une suspicion s'est installée durablement. Et depuis, les deux villages utilisent toujours le point d'eau, mais à tour de rôle, pour éviter de fâcheuses rencontres. En 2005, Jean-Claude est l'un des premiers à avoir tenté une réconciliation. Demander pardon n'a pas du tout été facile. La première fois que nous avons traversé pour demander pardon, nous étions environ une centaine de personnes. Dans nos rangs, les gens avaient peur. Les souvenirs douloureux rendent le pardon difficile pour certaines personnes. Josefa est la seule rescapée de sa famille. Personne n'est venu lui demander pardon. Aujourd'hui, elle n'accepte le processus de réconciliation que de peur d'être mise à l'écart. Reconnaître ces crimes uniquement devant les autorités sans revenir demander pardon aux victimes. Vous pensez que c'est suffisant? C'est loin d'être suffisant. Il manque beaucoup de choses, c'est superficiel. 25 ans après le génocide, la douleur est toujours vive. Mais les jeunes générations, elles, veulent aller de l'avant. Ce sont les enfants des deux villages qui, les premiers, se sont rassemblés au puits, devenus source de réconciliation. Aujourd'hui, les habitants de Guieta cultivent des champs pour ceux de Rousseke. Laurent, 25 ans après ce génocide, où en est la réconciliation? Alors, moi je vais vous dire quelque chose. Moi je suis le Rwanda depuis 1994 et dès l'été 1994 on parlait déjà de réconciliation et de pardon. Je trouve que ce sujet est un sujet difficile, compliqué et je trouve surtout qu'on l'utilise souvent comme écran qui nous empêche de voir d'abord ce que c'est que le génocide. Comme si on... je comprends d'ailleurs, parce que si on regarde ce que l'on voit, c'est abîme. Parce que ce qu'a été ce génocide, ce qu'est un génocide de toute façon, ce que c'est qu'une destruction de masse. On parle de 800 000 morts en 100 jours. C'est ça. Ça donne le tournis. Si on voit ce que l'on voit, évidemment, on ne peut pas ne pas ensuite changer de vie, on ne peut pas remettre en question tellement de choses, à la fois dans son rapport au monde, dans son rapport au juste, à l'injuste, au bien, au mal, son rapport à l'autorité politique, à sa confiance. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que je vais bien sûr répondre à cette question, et je ne dis pas que c'est une question secondaire, bien entendu que non, mais je suis très très frappé, comme moi je l'entends depuis 1994. Peut-être parce que c'est poussé par les autorités de Kigali. Est-ce que ce n'est pas une réconciliation un peu autoritaire? Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu facile, et à la fois pour ceux qui veulent étudier, ceux qui observent, d'abord de parler réconciliation, parce que... Souvenez-vous de ce que disait Hannah Arendt à propos du génocide, hein, c'est impardonnable. Et, enfin, on ne peut pas, c'est impardonnable. Maintenant, il faut bien vivre après. Et c'est toute la question, comment on fait pour vivre après? Mais d'abord, pour vivre après, il faut qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on a vécu pendant, et même avant le pendant, si je veux dire. Et là, le travail, me semble-t-il, est encore assez lointain. On n'en est pas vraiment encore tout à fait là. Je ne crois pas qu'il faut demander aux gens... Enfin, si les gens, individuellement, bien entendu, sont capables de dire pardon à son voisin qui a exterminé ses parents, ses enfants, son oncle, sa tante, bien sûr... Alors, que cette personne soit capable de faire ça, bien entendu, je veux dire, qui suis-je, qui sommes-nous pour dire que c'est... Mais demander comme ça, c'est presque une injonction, ça me semble tout à fait... presque indécent. Vous êtes d'accord avec sa réconciliation un petit peu autoritaire, impulsée par les autorités? Oui, mais pour moi, c'est pas la question. Non, ça marche. Pour moi, c'est pas la question. Même si, évidemment, on peut parler de ça, mais pour moi, c'est une question tellement secondaire. D'abord, essayons de voir ce que ça a été, cette chose, ce ça. Moi, j'appelle dans mon livre, comment l'appeler? J'appelle ça ça. Parce qu'évidemment, encore une fois, ça met tellement en jeu notre humanité, notre responsabilité, parce qu'on a tous été aussi, je dirais, les contemporains de ce génocide. Ce n'est pas simplement une histoire entre Rwandais,
Mais c'est aussi une histoire qui engage la communauté internationale, qui engage, et on va y revenir. Bien entendu. On va y revenir. Elisabeth. Pardonnez-moi. Une question. Il n'y a pas eu l'équivalent qu'il y a eu en Afrique du Sud, si. des tentatives. Parce que moi, je considère quand même que dans ces cas-là, le terrain compte. Peut-être on dit ça depuis tant d'années, mais le fait que des voisins se soient... la caractéristique locale aussi du génocide, c'est la possibilité tout de même à l'intérieur du pays de parler de ça, indépendamment des responsabilités internationales. Il y a eu ça, il y a eu un travail qui a été fait. Bien sûr. Et alors, il n'a rien donné ? Si, si vous enquêtez réellement et en profondeur, si vous rencontrez des rescapés du génocide, ils vous disent presque tous qu'ils ont toujours peur. D'abord, ils sont toujours habités par le génocide. La plupart d'entre eux vivent dans le temps du génocide, parce que l'une des caractéristiques... donc ça veut dire que le travail de mémoire n'est pas fait. Et de deuil. Et du traumatisme. Ouais. Alors, une chose. Deuxièmement, bien sûr qu'il y a des tentatives. D'abord, il y a la justice. Il y a eu des gagacha, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a des criminels qui ont... Les gagacha qui sont ces tribunaux populaires traditionnels, qui regardent traditionnels. Qui ont même des gens qui publiquement ont dit voilà ce que j'ai fait, pas fait. Et surtout, voilà où se trouve le corps de votre époux, de votre enfant. Donc ça, bien sûr. Mais donc on peut parler de cohabitation à nouveau, de pardon, c'est-à-dire relever l'autre du crime qu'il vous a commis. Ça me semble anthropologique. Je dis pas que c'est pas. Moi, je travaille pour un journal chrétien et je suis, disons-le simplement, catholique. Donc, je devrais pourtant être devant cette question-là assez ouvert. Je dois dire que pour bien connaître, parce qu'il n'y a pas simplement le Rwanda, moi je couvre les zones de guerre depuis 25 ans. Quand on est devant le crime de masse, l'extermination, la volonté de destruction des autres, quand on voit d'abord, et quand on se rend compte quand on essaie de se rendre compte de ce que c'est, quand on écoute, quand on rencontre les rescapés, quand on entend les tueurs, j'avoue personnellement avoir beaucoup de doutes sur la qualité du pardon. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver individuellement. Cohabitation, oui. Slimane. Moi, j'ai couvert en Amérique du Sud les processus de mémoire et réconciliation au Chili, en Argentine, au Guatemala. Et j'avais discuté à l'époque avec Pérez de Esquivel, le prix Nobel argentin, qui pilotait un peu ces opérations. Ce qu'il m'avait dit, c'est que la chose la plus importante en cas de violence de masse, c'est qu'il ne faut pas laisser dans l'inconscient collectif des gens l'idée que le crime peut payer. Et que l'idée de l'impunité reste. Parce que si l'impunité du crime reste, il y aura la tentation de recourir encore à la violence. Ce qu'il faut donc, ce n'est pas la vengeance, c'est qu'il faut que les faits soient établis. Les responsables désignés et proportionnellement sanctionnés à leur faute, c'est ce qui peut permettre de réhabiliter les victimes. Et c'est seulement comme ça qu'on peut réécrire une histoire commune. Et je termine juste sur cette observation qui est universelle. Toutes les grandes nations ont été fondées sur une guerre civile. Il y a eu la guerre civile, la révolution en France a été une guerre civile atroce, la révolution bolchevique, la guerre civile en Espagne, la guerre civile américaine, la guerre de sécession, la guerre civile algérienne plus près de nous. C'est seulement après, quand on écrit et quand on réhabilite les victimes et qu'on établit les faits... Alors, tout le monde va intervenir. Vous dites vous n'êtes pas d'accord, je vous laisse répondre brièvement. Tout à fait. Non, je ne suis pas d'accord. Vous avez raison. Mais là, on ne parle pas d'une guerre civile. On parle d'un génocide. J'ai parlé de violence de masse en général. Oui, attendez, là, c'est tout à fait autre chose. C'est un génocide, oui. C'est-à-dire que c'est une... Donc, il y a une nuance, on comprend bien, entre guerre civile et génocide. C'est pas seulement une question de génocide. C'est une question de génocide, c'est que c'est un génocide qui n'est pas organisé et mis en œuvre seulement par l'État, mais par une grande partie de la population civile. Un génocide très particulier. Dans une certaine mesure, et comparaison n'est pas raison, la guerre de Bosnie était aussi une guerre de voisins. C'était pas un génocide, mais c'était une guerre de voisins. Tout d'un coup, des gens qui vivaient côte à côte. A été qualifié de génocide. Mais ça a été qualifié juridiquement. Mais bon, en tout cas, c'était une guerre de voisins. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se mettent à se massacrer alors qu'ils vivaient côte à côte jusque-là. Et là, effectivement, on a, dans le cas rwandais, un génocide organisé par un gouvernement, mais avec la participation d'une grande partie de la population, ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées ensuite dans la réconciliation. Et je rajoute qu'en outre, contrairement à l'Argentine, au Chili, etc., ou à l'Afrique du Sud, ce n'est pas un gouvernement démocratique qui a organisé la réconciliation. C'est un gouvernement autoritaire. Le gouvernement du Rwanda n'est pas du tout un gouvernement démocratique. C'est le gouvernement du vainqueur militaire et d'un gouvernement très autoritaire. Donc, la qualité des gachacha, la qualité de la justice qui a été rendue dans les villages, à mon sens, elle est sujette à caution. Ce que ça a pu donner, c'est effectivement des récits
Et ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait que des gens aient pu retrouver les corps des leurs et donc leur donner une sépulture, alors qu'ils ne savaient pas jusque-là. Mais la qualité de la réconciliation, moi je me souviens d'avoir été dans la région parisienne, dans un nouvel an Khmer, où il y avait à la fois d'anciennes victimes des Khmers rouges et d'anciens Khmers rouges, c'était très étrange. C'était vraiment très étrange. Pour avancer un petit peu, parce qu'il y a plein de choses qu'on a encore envie de dire sur le Rwanda, il y a évidemment la question du rôle de la France, qui est toujours posée, puisque Kigali accuse Paris d'avoir soutenu le pouvoir instigateur Hutu, instigateur du génocide. Vous, dans votre livre, vous dites que les choses sont assez claires, finalement, sur le rôle de la France. Alors, je dis, non, moi j'interroge. Je fais mon rôle de journaliste. Vous avez interrogé, voilà, c'est une enquête dans laquelle vous avez interrogé les principaux acteurs de l'époque. Acteurs, témoins, à la fois les hommes politiques. D'ailleurs, je dirais que c'est une histoire d'hommes. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Enfin bon, les hommes politiques, les militaires, les humanitaires, les envoyés spéciaux, les spécialistes. Il y a aussi des spécialistes de la région des Grands Lacs qui voyaient les choses venir, qui alertaient l'Élysée. Et à quelle conclusion ça vous amène après avoir écouté toutes ces personnes-là? C'est juste épouvantable. Bon, moi, je distinguerai trois choses. Il y a l'avant-génocide, le début de l'intervention française, 1990-1994, le génocide, que fait la France pendant le génocide, et l'après, parce qu'on ne parle jamais de l'après, après 1994. Ces trois moments, la responsabilité, ou je dirais le rôle de la France est quand même différent. Avant, très clairement, avant François Mitterrand, parce que c'est lui qui préside le pays, la France, en 1990, décide de défendre le régime Habyarimana par l'armée. Et la France va entrer dans une logique de soutien militaire. Quand je dis soutien militaire, c'est pas simplement d'envoyer quelques soldats, c'est encadrer l'armée rwandaise. Il y a une responsabilité française dans ce génocide? On peut l'établir aujourd'hui? Tout dépend de ce qu'on appelle responsabilité. Moi, je parle déjà de l'avant. L'avant, il y a des massacres de Tutsis, si vous voulez, avant 1994, entre 90 et 94, qui sont documentés. L'Élysée, on alerte l'Élysée, on alerte le Quai d'Orsay, ce sont des militaires qui alertent, des spécialistes, des journalistes, des humanitaires. Le pouvoir, l'exécutif écarte ces informations pour rester sur cette logique de soutien. Ensuite, il y a aussi le rêve d'accord d'Arusha, de créer une démocratie dans ce pays, sans tenir compte de l'histoire de ce pays, en épousant, je dirais, la vision du régime sur qu'est-ce que c'est qu'une démocratie ethnique, c'est-à-dire que 80% d'Hutus, 20% de Tutsis, sans se dire que est-ce que c'est vraiment des ethnies. Et puis surtout, c'est normal que le président soit Hutu, puisque 80% des gens sont Hutus. On épouse cette chose et la France essaye de faire un accord politique sur, je dirais, une construction fantasmagorique d'une société qui n'existe pas. Pour revenir à 2019, aujourd'hui, pardonnez-moi, parce que et là, vraiment, je fais juste avant 94. Alors malheureusement, on manque un petit peu de temps, mais pour essayer de conclure là-dessus, revenons à 2019, dimanche, commémoration du 25e anniversaire. Emmanuel Macron était invité, il n'ira pas, il se fait représenter. Oui. Pourquoi? Pour ne pas avoir à présenter d'excuses? Alors là, c'est compliqué. Pour pas se faire engueuler, vous dites? C'est évident que le président Kagame n'aurait pas pu s'empêcher de balancer... Y aller, c'était être obligé de présenter des excuses? Alors, c'est compliqué. Je pense qu'il le voulait. Rapidement. Bon, d'accord. Désolé. Depuis un an, on assiste à une réconciliation assez étonnante entre Kigali et Paris. On n'avait jamais vu ça, jusqu'à nommer à la tête de la francophonie l'ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise. C'est juste incroyable. Je pense, pour connaître un peu, je dirais, l'équipe qui conseille Emmanuel Macron sur les questions africaines, qu'il y a une vraie volonté de se débarrasser de ce passé et de ceux, en plus, qui ont collaboré, de toute cette classe politique, de gauche comme de droite, qui sont, je dirais, liés à cette tragique histoire. Seulement, Emmanuel Macron, et là c'est une analyse personnelle, qui n'est pas très compliquée à faire, et aussi dans un contexte géopolitique français, il y a la crise des Gilets jaunes, il y a surtout les européennes. Et dans cette histoire, vous avez trois hommes qui sont importants, dont il ne peut pas s'aliéner. Hubert Védrine, Alain Juppé, Alain Juppé, il l'a mis, je dirais, au Conseil constitutionnel, donc il est à peu près neutralisé. Et puis surtout, le chef d'état-major des armées, le général Lecointre, qui était au Rwanda pendant l'opération turquoise en 1994, et qui est assez, je dirais, sensible sur cette question-là. Si Emmanuel Macron demande pardon de ce qu'a fait la France pendant cette période-là, il est quasiment sûr que le général Lecointre démissionne. Et avoir 2 démissions de chef d'état-major en 1 an et demi serait, à mon sens, assez compliqué. C'est un peu court comme explication. Ah non, c'est très clair. L'armée est vent debout
sur cette question-là. Je crois que l'armée serait... écoutez l'amiral Langsad, écoutez tous ceux qui ont dirigé l'armée depuis 1994. Sur la question du Rwanda, ils ne supporteraient pas une seconde. Yann, je vais vous laisser conclure. Évidemment, les militaires sont vent debout. En tout cas, une partie est militaire, ceux qui ont été à l'époque là-bas. Mais je ne crois pas que ce soit le problème. Le problème, c'est que, quoi que fasse Emmanuel Macron comme geste par rapport à Kagame, et notamment la nomination de l'ancien ministre à l'OIF, ça ne suffit pas à Kagame. Ça ne suffira jamais à Kagame. Kagame, ce qu'il veut, c'est mettre en cause la France pour des bonnes ou de mauvaises raisons. Mais ce qu'il veut, c'est le faire. Et moi, je pense que Emmanuel Macron n'avait pas envie que la France soit mise en cause publiquement et que ce soit lui qui soit en présence de ça. Non, ça, vous avez vu ce qu'il a fait avec Réponse qu'on n'arrivera pas à trouver malheureusement aujourd'hui, mais on suivra ces célébrations sur TV, ces commémorations sur TV5 Monde dimanche, et je vous renvoie vers le dossier complet sur notre site internet tv5monde.com/génocide Rwanda. On retrouve maintenant avec nous au Québec Sébastien Beauvais. Bonjour, vous êtes le chef du bureau parlementaire de Radio-Canada à Québec. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, on va parler d'un projet de loi sensible que le gouvernement québécois a déposé jeudi de la semaine dernière, le projet de loi sur la laïcité de l'État. Le sujet est délicat, il soulève la controverse. Le nouveau Premier ministre du Québec, François Legault, très didactique, en semble conscient. Notre projet de loi prévoit que les signes religieux vont maintenant être interdits pour les employés de l'État en position d'autorité. Par exemple, les policiers, les gardiens de prison et les enseignants des écoles primaires et secondaires. Faut être clair. La laïcité ne va pas à l'encontre de la liberté de religion. Chacun va rester libre de pratiquer la religion de son choix. Mais il faut fixer des règles et c'est ça qu'on fait. Laissez-moi dire que le Canada est un pays laïque, est un pays qui respecte profondément les libertés individuelles, y compris la liberté d'expression, la liberté de conscience et de religion. Le Québec l'est aussi. Et pour moi, c'est impensable qu'une société libre légitimiserait la discrimination contre quiconque basée sur la religion. Quoi qu'en dise Justin Trudeau, selon les enquêtes d'opinion, le projet de loi est soutenu par les 2/3 des 8,5 millions de Québécois. Sébastien, vous êtes avec nous depuis Québec. Pourquoi ce projet fait controverse ? Il fait controverse parce que les détracteurs, les critiques disent qu'il atteint directement un droit fondamental qui est la liberté de religion. Alors quand on interdit les signes religieux à des personnes qui sont, comme l'a dit le premier ministre Legault, en situation d'autorité, les juges, les policiers, les gardiens de prison, les procureurs de la couronne et les enseignants aussi qui ont une relation d'autorité avec des enfants qui fréquentent l'école primaire et secondaire, ce qu'on appelle l'école primaire et secondaire ici au Québec, donc des enfants de 6 à 16 ans, on brime, selon les détracteurs, un droit fondamental, la liberté de religion. Le gouvernement, par contre, dans ce projet de loi, a prévu un droit acquis, ce qu'on appelle ici une clause grand-père. Donc, les employés qui sont déjà à l'emploi de l'État ne perdront pas leur travail si jamais ils refusent d'enlever leurs signes religieux. Alors, la controverse vient du fait qu'il y a une liberté fondamentale, la liberté de religion, qui pourrait être brimée, qu'on s'attaque à un problème, selon les détracteurs, qui n'existe pas, c'est-à-dire que personne n'a jamais vu de policier portant un signe religieux, et qu'essentiellement, on veut s'attaquer à des femmes musulmanes dans le réseau scolaire, le réseau d'éducation, qui portent, par exemple, un hijab, et qu'on veut donc envoyer un message à ces femmes musulmanes-là. Combien y a-t-il d'employés de l'État qui portent des signes religieux qui seront visés par cette interdiction? Le gouvernement n'a pas vraiment d'idée. Il parle de quelques centaines, moins de 1000, ce qui fait dire donc aux critiques qu'on s'attaque à un problème qui n'existe pas. Et ça donne, je termine là-dessus Sylvia, des questions un peu particulières du genre, est-ce qu'il va falloir appeler la police pour appliquer le projet de loi? Est-ce qu'il y aura des fouilles à nu à l'entrée des écoles pour s'assurer que les enseignants ne portent pas de signes religieux? Parce que même un signe religieux caché sous une blouse ou une chemise sera interdit. Alors vous voyez le genre de débat et le genre de controverses dans lesquelles on se retrouve en ce moment au Québec. D'accord, on voit bien qu'il y a un petit peu de flou. Le Québec est un peu déchiré sur cette question. Le Parti québécois s'est déjà cassé les dents avec son projet de charte des valeurs qui était sensiblement similaire. Alors pourquoi le jeune gouvernement Legault prend le risque de s'attaquer à pareil dossier ? D'abord, c'est une promesse électorale. Le parti de la Coalition Avenir Québec, dirigé par M. Legault, a promis aux dernières élections, l'automne dernier, d'aller de l'avant dans ce projet-là. Mais au-delà de ça, il y a
une volonté d'affirmation de la laïcité de l'État québécois. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a des gens qui disent que ce sont les institutions québécoises qui sont laïques et pas les gens qui forment ces institutions. Le gouvernement actuel fait le choix de dire que les représentants de l'État font partie de cette affirmation de laïcité, donc il faut interdire les signes religieux pour certains d'entre eux. Il y a un élément aussi de nationalisme là-dedans, nationalisme de défendre l'identité québécoise, c'est quoi, et les valeurs québécoises, c'est quoi l'identité et les valeurs québécoises? C'est l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité de l'État, évidemment, et l'État de droit. Donc, vous l'avez dit, les francophones, majoritairement au Québec, appuient la démarche du gouvernement, appuient une interdiction des signes religieux, et le gouvernement va de l'avant parce qu'il dit qu'il répond à la volonté d'une majorité de la population. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit, pour terminer, Sébastien, d'envoyer un signal sur l'identité québécoise, mais sur fond de débat autour de l'immigration, on voit que la campagne électorale s'est beaucoup fait là-dessus. Oui, il y a un aspect de ça. Vous savez, le Québec, c'est le village gaulois en Amérique du Nord. C'est une île dans un océan anglophone et depuis 400 ans, les Québécois défendent leur identité, leur langue, leurs valeurs. Il y a des lois, par exemple, sur la langue française au Québec. Les enfants d'immigrants doivent fréquenter l'école en français. Donc, il y a des lois au fil des ans qui ont été adoptées pour ça. Et le gouvernement présente son projet de loi un peu de cette façon-là pour défendre l'identité et les valeurs québécoises, sur fond aussi de politique d'immigration qui soulève la controverse. C'est-à-dire que le nationalisme québécois est un nationalisme d'affirmation, pas nécessairement un nationalisme d'exclusion, comme parfois on peut l'entendre au sens européen du terme. Quoique la politique d'immigration du gouvernement actuel est de réduire le nombre d'immigrants, de faire passer aux nouveaux arrivants, au bout de 3 ans, un test des valeurs québécoises, un test de français pour s'assurer qu'ils sont bien intégrés. Et évidemment, ça aussi, ça soulève la controverse. Le gouvernement se réfugie en disant « on a besoin de l'immigration, on ne cesse pas l'immigration, on a une pénurie de main-d'œuvre et on a besoin de travailleurs qualifiés au Québec, mais on veut en prendre moins pour en prendre soin. » C'est un peu le slogan qui anime le gouvernement actuel. Mais vous avez raison de dire qu'il y a un contexte politique actuel à la fois d'immigration et de défense de l'identité québécoise, entre guillemets. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous depuis Québec. Merci pour toutes ces précisions. À très bientôt. À très bientôt. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, Elisabeth? Moi, je suis tout à fait favorable. C'est une question qui est bien connue en France, en Belgique, celle de la laïcité. Bien sûr. Je vois bien que le commentateur, il n'est pas d'accord du tout. Ça, il faudrait non, demander. mais je pense que c'est pas mal. C'est pas mal du tout de réaffirmer, même si on est seul au monde, même si c'est un tout petit État, les valeurs de la laïcité qui ne sont pas identitaires profondément. La laïcité, c'est la défense des religions. Si vous prenez les États, prenons le pire, ce qu'on appelle les États confessionnels, vous êtes allé au Liban, 18 tribunaux différents, impossibilité de se marier, la justice est rendue par les tribunaux. C'est pas menacé de ça. Mais le Québec est très communautariste, très puritain en même temps, et je trouve que c'est pas mal d'introduire dans cet océan une petite goutte de laïcité. Alors, on ne sait pas ce que pense Sébastien. Que ça porte, c'est toujours le même débat. On dit toujours ça porte sur les musulmans. Oui, parce que pour le moment... Pas seulement, en fait. Alors, non, mais on dit, on le repense, parce qu'on n'avait pas parlé avant, on n'avait pas parlé en France, on n'avait pas remis la laïcité tant qu'on n'a pas eu le problème des voiles. Bon, donc, bien sûr que c'est pas seulement. Ça permet donc c'est quand même lié aux voiles. Non, c'est lié aux musulmanes, pas aux musulmans. Non, mais d'accord, les musulmans. Donc, le problème, il n'est pas religieux, il est aussi pas la question du genre. Aussi qui est aux juifs orthodoxes. Oui, mais non, ça va au Québec. En France, on n'a jamais parlé du port de la kippa, on a réaffirmé au moment de la loi sur le voile à l'école, on a réaffirmé que la kippa, que les signes ostentatoires devaient être... Alors, ce qui est, à mon avis, la meilleure façon de défendre les religions. Je vous laisse conclure d'un mot, Yann, sur ce thème. Non, la question, c'est pas la question des religions, c'est la question de la visibilité des religions dans l'espace public et où commence et où finit l'espace public. Non, la question, c'est effectivement où commence et où finit l'espace public. Est-ce qu'on peut se balader dans la rue
avec un signe religieux ostentatoire. Oui, absolument. Et c'est de l'espace public. Est-ce qu'un service public, c'est de l'espace public ou pas? Non. Je suis favorable. Et la deuxième chose, pour conclure, j'étais frappé d'entendre le Premier ministre Trudeau parler en français de laïcité, parce qu'en anglais, le terme n'existe pas. En anglais, ça n'existe pas, ce serait sécularisme. Ça fait une bonne conclusion. Et ce n'est pas la même chose. Les seules affaires qui ont défrayé la chronique au Québec, c'est des affaires de Sikhs musulmanes ultra-conservatrices, mais de Sikhs notamment pour le port rituel d'un poignard, ou les Juifs ultra-orthodoxes pour un rituel qu'on appelle l'Hérouv, qui consiste à faire un périmètre urbain où habite une majorité de fidèles. Et on voit que la question, effectivement, a des spécificités québécoises. On aura l'occasion d'en reparler ici dans Kiosque. Je vous propose qu'on continue, qu'on reste à cheval sur les deux continents pour la suite. L'OTAN fête ses 70 ans, mais c'est un drôle d'anniversaire, un peu comme une fête sans gâteau ou un gâteau sans bougie. Les dirigeants des pays membres n'ont pas participé aux festivités qui ont été organisées au pays de Donald Trump, pourfendeur d'une alliance mal en point. Nous avons travaillé ensemble pour que certains de nos alliés paient leur juste part. Ça s'appelle partager le fardeau et comme vous le savez, quand je suis arrivé, ça n'était pas si bien. Et maintenant, on se rattrape. On a 7 des 28 pays qui sont actuellement à jour de leur paiement. Les autres essaient de se mettre à jour. Et ils vont se mettre à jour et certains n'ont pas de problème parce qu'ils n'ont pas payé et ils sont très riches. Les États-Unis paient une très grosse contribution à l'OTAN, une part disproportionnée, mais la relation avec l'OTAN est très bonne. La relation avec le secrétaire général est extraordinaire et je pense que des progrès phénoménaux ont été faits. L'OTAN, secouée par l'imprévisible président américain, stressée par la Russie, critiquée pour son bilan militaire, l'alliance est-elle si mal en point? Est-ce qu'elle est complètement obsolète, Yann? Non, je ne crois pas. Au contraire, j'aurais tendance à penser que même Vladimir Poutine lui a donné un coup de jeune. Pendant longtemps, on ne savait plus très bien à quoi servait l'OTAN. Entre la fin de la chute du mur de Berlin et l'arrivée et l'annexion de la Crimée, en gros, on s'est demandé à quoi servait l'OTAN. Ça a servi en Afghanistan pour aider les Américains, mais l'OTAN, en principe, c'était pour défendre l'Europe, pas pour défendre les intérêts des États-Unis dans le monde entier. Donc l'article 5 de la Charte a servi pour aider les États-Unis. Mais en gros, maintenant qu'il y a Poutine, on sait où est l'ennemi. La question, c'est est-ce que tout le monde au sein de l'OTAN est d'accord pour que ce soit l'OTAN qui agisse? On a aujourd'hui, dans l'OTAN, des gens de l'Union européenne, et notamment la France, qui sont toujours une fesse dedans, une fesse dehors, parce qu'il faudrait avoir une indépendance stratégique par rapport aux États-Unis. Et on a plein d'autres pays, et notamment l'Allemagne, qui pensent que globalement, certes, Trump, c'est pas terrible, c'est un mauvais moment à passer, il est un peu désagréable, mais c'est quand même l'OTAN qui défendra l'Europe contre la menace russe. Et donc, les Allemands n'ont pas envie forcément de se passer de l'OTAN. Ce que dit Donald Trump, c'est qu'il faut mettre la main à la poche. Après, tous les présidents avant lui le disaient, simplement il le dit peut-être d'une façon un petit peu plus brutale. Est-ce qu'il n'a pas raison dans le fond? Tout le monde devrait y aller du même montant, puisque tout le monde doit pouvoir retirer les mêmes bénéfices de l'OTAN. Slimane. Oui et non. Oui, parce que 70% du budget de l'OTAN est assuré par les Américains. Les 30% restants étant partagés entre le Royaume-Uni et la France, qui est le troisième contributeur, l'Italie et l'Allemagne. Mais le budget de l'OTAN n'est pas aussi énorme. Il est d'1,5 milliard à peu près. Il y a 6 000 personnels de l'OTAN. Le reste est réparti entre des armes. Et le reste, c'est surtout des troupes américaines. Il y a 60 000 soldats américains encore en Europe. Et puis le problème avec l'Europe, c'est que l'Europe fait partie de l'OTAN, d'une part, mais tout en entretenant des armées nationales, tout en voulant constituer une armée européenne. C'est-à-dire, il y a trois entités... Alors, c'est un peu ce que demande Donald Trump. Allez-y un peu plus au niveau de la défense. Et puis, paradoxalement, dès que les Européens s'organisent, ça lui déplaît plutôt aussi. Il y a une ambivalence. C'est surtout que l'OTAN est dominée par les États-Unis et qu'il a envie que ça continue comme ça. Une Europe de défense, ça voudrait dire une autonomie par rapport aux États-Unis. Ça voudrait dire que les États-Unis perdraient leur influence. Mais j'insiste, la plupart des pays européens n'ont pas du tout envie de se passer de l'OTAN. Parce que justement, ce que disait Slimane, les États-Unis payent, comme ça, c'est-à-dire que les Européens n'ont pas à payer. Si vous croyez que les Allemands ont envie de payer 2% de leur PIB pour les questions de défense, non, pas du tout. Il n'y a que deux pays dans l'Union européenne qui ont encore une armée à peu près
efficace de la France et le Royaume-Uni. Qui s'en va. Qui s'en va. Et le reste. Il n'est pas encore parti. Et la plupart des Toujours États optimiste, membres. hein. Non, mais sérieusement, la plupart des États membres de l'Union européenne n'ont aucun sens du tragique dans lequel du tragique du monde. Ils se reposent sur le bouclier de l'OTAN, sont très contents de cette question, d'avoir ce bouclier-là, et n'ont pas du tout conscience qu'ils sont en face d'un monde qui va être multipolaire, très compliqué à gérer, et surtout que ça soit, compter sur l'allié américain est un pari, je dirais. D'où ma question du début, je vous la repose. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu obsolète, en tout cas, si pas dans l'organisation, en tout cas dans la vision du monde de l'OTAN? Oui. Ça dépend. D'abord, pour légitimer encore l'existence de l'OTAN qui a été créée à l'époque pour faire face au bloc communiste, aujourd'hui, c'est qu'on insiste sur le fait que l'OTAN n'est pas seulement un pacte militaire, c'est aussi une communauté de valeurs culturelles, civilisationnelles, démocratiques. Et le fait que l'OTAN reste quand même une belle affaire pour les Américains, c'est qu'au nom du principe de l'interopérabilité des armes, tous les membres de l'OTAN sont obligés, peu ou prou, d'acheter des équipements militaires américains. Et on le voit avec les Turcs. Pour la première fois, les Turcs dérogent à cette règle en voulant acheter des missiles antiaériens russes. Et là, ils sont menacés, soit s'ils les achètent, d'en être exclus. Laurent. Il y a aussi une autre menace, il y a la menace russe, mais il y a surtout la menace chinoise. C'est-à-dire que Washington sait très bien que le conflit qui est en train d'advenir, ou plutôt le bras de fer qui est en train d'advenir, est avec Pékin, et il a quand même besoin aussi d'un bouclier européen solide. Donc il n'est pas du tout prêt, je crois, à abandonner l'OTAN. Comment ? Il faut garder ce truc-là pour le moment. Mais bien entendu. C'est-à-dire que... Le problème, c'est que ce truc, comme vous dites, il est adapté pour les guerres conventionnelles. En revanche, il y a tout un tas de choses. Le terrorisme, ce qui se passe au Sahel, les menaces hybrides, la cyberguerre, tout ça sont des choses pour lesquelles l'OTAN est moins On peut garder les choses en les modifiant. Oui, mais ça ne va pas être facile parce que les menaces ont changé. Ah oui, Laurent, je vous laisse terminer. Donc, vous avez raison, mais regardez par exemple pour la Russie, quand même, la Russie se méfie un tout petit peu de ses prétentions à reconquérir sa frontière de l'Ouest. Sauf que la Russie, ce qui l'intéresse, c'est simplement, comme elle l'a fait en Géorgie et comme elle l'a fait en Ukraine, c'est d'occuper ou de faire occuper par des proches un pays pour le saigner et l'empêcher d'être indépendant. Donc c'est pas très coûteux militairement. Ce que je veux dire, c'est que pour un Polonais, l'OTAN quand même reste un bouclier extrêmement pour un Polonais important. Et aussi pour les Nordiques, tous les avions russes qui violent l'espace aérien suédois, je peux vous dire que les Suédois, ils ne sont pas dans l'OTAN, mais ils se posent des questions. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Slimane, vous parliez d'acheter des armes plutôt aux Américains. Est-ce que le fond du problème, il n'est pas là avec Donald Trump tant que les affaires fonctionnent et que tout le monde se tourne vers les États-Unis pour acheter de l'armement américain, est-ce que ça ne va pas calmer un peu Donald Trump? Ça dépend, on va voir, parce que l'affaire turque, c'est un test. C'est la première fois qu'un membre important de l'OTAN, et la Turquie, c'est la deuxième infanterie de l'OTAN quand même, va acheter des armes ultra sophistiquées russes, les fameux missiles S-400. Donc, leur interopérabilité avec les armements américains ne marche pas. Donc la peur des Américains, c'est que les conseillers militaires russes qui vont aller former le personnel turc vont peu à peu se renseigner sur les systèmes américains. Donc si les Américains acceptent que les Turcs introduisent des armes étrangères au corpus de l'OTAN, ce sera vraiment une première. Ou est-ce que Trump, parce que Trump menace d'exclure la Turquie de l'OTAN, voire même de ruiner son économie. Et les Turcs maintiennent le cap et on va voir comment ça va se résoudre. Pour conclure d'un mot, et je me tourne vers l'optimisme, mais vraiment rapidement, est-ce qu'il ne faudrait quand même pas se réjouir des 70 ans de l'OTAN, parce que là on est assez critique, on voit que ce n'est pas quand même la grande fête à Washington cette semaine. C'est une longue période de paix ininterrompue. Est-ce qu'il ne faudrait pas le souligner aussi à l'occasion? Je me réjouis de rien, mais je me lamente de rien, parce que je pense qu'on vit aujourd'hui dans un monde complètement déconstruit, turbulent, en mouvement, et qu'il faut plutôt penser, je dirais, ni la table rase de tout, ni le regret du passé, et pas non plus avoir trop le nez sur le guidon directement. C'est exactement ce que je disais à propos des printemps arabes. Essayons de regarder le mouvement, tout en analysant la situation concrète. Je ne suis pas en train de vous contester là-dessus. Et on espère avoir fait ça aujourd'hui, donc avoir pris un petit peu de recul sur l'actualité. Je n'ai pas une opinion tranchée souvent parce que je me dis, voyons
Comment? Et c'est pour ça que c'est comment ça se intéressant passe de vous faire venir aussi Voilà. au milieu de Comment tous ces ça se journalistes. passe On va terminer cette émission en faisant un rapide retour sur l'actualité avec Dilemme, la semaine en dessin. Et justement, l'OTAN fête son 70e anniversaire. J'offre les bougies, propose généreusement le président russe Vladimir Poutine devant une caisse de missiles. Dilemme revient sur la chute du président algérien Abdelaziz Bouteflika, sa statue tirée par la foule et poussée de l'index en sifflotant l'air de rien par le général Ahmed Gaïd Salah. Les Algériens l'ont fait, le Bouteflexit. Et regardez bien sur la carte, du côté des îles britanniques, on s'interroge face à ce succès car le Brexit est toujours aussi chaotique. L'Europe, vous allez le voir, attend des propositions concrètes. On vous écoute, s'impatiente le négociateur Michel Barnier. À l'autre bout du tunnel, sous la Manche, une réponse limpide. La Première ministre Theresa May demande un report jusqu'au 30 juin. Enfin, en Turquie, revers électoral pour le parti de Recep Tayyip Erdogan au municipal. Pourtant, nous avions pensé à tout, s'étonne le président, peu habitué à perdre dans les urnes. Merci à vous qui nous regardez, merci à vous quatre ici en plateau, merci à Dilemme, à la semaine prochaine.